Vous raconter d'elle, je vous parlerai sans doute de sculpture. Parce qu'en définitive, je ne parle toujours que de sculpture. Il n'y a que ça qui m'intéresse réellement, il n'y a que ça qui me passionne, puisque je crois qu'une œuvre d'art a vocation, et une seule vocation, à créer des liens. C'est-à-dire à faire que nous nous aimions davantage. Autrement, ça ne sert pas à grand-chose, si vous voulez. Une œuvre d'art sert à aimer sa femme, sert à aimer ses enfants, sert à embrasser sa femme et sert à embrasser ses enfants. Si ça ne sert pas à ça, ça ne sert à rien. Donc j'ai commencé la sculpture, j'avais la retardataire, mon épouse qui arrive en retard. Donc j'ai commencé la sculpture à 14 ans, à l'époque où j'ai rencontré justement Cathy, où nous flirtions déjà ensemble. J'ai commencé à 14 ans, véritablement par hasard, en grattant un caillou, sans avoir jamais vu une sculpture de ma vie. Je ne savais pas ce qu'était une sculpture. Et ce qui est drôle, c'est qu'après 48 ans de travail, je vais vous dire la même chose, et je vous le dis en plus tout à fait honnêtement, je ne sais toujours pas ce qu'est une sculpture. Si je le savais, j'arrêterais. C'est parce que ça reste énigmatique, que ça m'intéresse, que ça me titille. On me demande souvent, qu'est-ce que c'est qui m'inspire? Ben, je dis, je ne suis pas inspiré. J'ai éventuellement été inspiré le jour de mes 14 ans. Enfin, ce n'était pas le jour de mes 14 ans, mais c'était le jour où j'avais à peu près 14 ans, où j'ai fait cette première sculpture, enfin, qui n'avait que le nom, où j'ai gratté un caillou avec un tournevis et un marteau. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose et j'ai dit, merde, ça me plaît. Là, il y a quelque chose qui me titille, il y a quelque chose que je ne sais pas faire, que je ne comprends pas. Et ça m'intéresse. Et je crois que c'est ce jour-là que j'ai décidé de devenir sculpteur. Donc j'ai été inspiré ce jour-là, et depuis, en définitive, j'essaye de combler les lacunes que m'offre chaque nouvelle sculpture. Chaque nouvelle sculpture offre de nouvelles questions, offre de nouvelles problématiques, offre autre chose. Et chaque fois, on se dit, au bout d'un moment, on va finir par y arriver, à comprendre quand même, on va finir par arriver à faire une sculpture. Et puis on se rend compte que le but s'éloigne, le but s'éloigne, le but s'éloigne. C'est un peu comme si on attendait, on était avec la rame, qu'on voit le port là-bas, et qu'à mesure qu'on s'approche, le port il recule. C'est véritablement ça. Et la sculpture a ça de magique, c'est qu'elle est absolument inépuisable. Je ne suis pas le premier à vous dire ça. Michel-Ange le disait quand il disait qu'il aurait mieux fait d'aller travailler dans une fabrique de soufre, qu'il aurait mieux servi la société. Rodin nous disait ça quand à 50 ans, il nous disait « J'aimerais avoir 20 ans parce que je crois que je commence à comprendre quelque chose ». C'est quand même Rodin. Giacometti disait « Le jour où je saurai faire la tête de Diego, qui était son frère et son premier modèle, j'arrêterai la sculpture parce que enfin je serai arrivé à quelque chose ». Donc c'est pas moi, Marc Petit, qui vais vous dire, après vous avoir cité ces 3 grands génies de l'art, que moi j'y arrive. Moi j'y arrive pas mieux que les autres. Mais par contre, ça a rempli ma vie. Ça a rempli ma vie avec une espèce de puissance et de force qui est absolument bouleversante. J'ai eu une belle vie grâce à la sculpture et j'espère qu'elle va durer encore un peu, mais la sculpture m'a offert ça, m'a offert qu'en définitive je me suis jamais ennuyé. Je disais hier avec des gamins, alors je ne sais plus lesquels, je leur disais, si tu aimes la poésie, tu ne seras jamais seul. Et je crois que c'est vrai, si vous voulez. Je suis un amoureux fou aussi de la poésie. Et il m'arrive quand je m'emmerde, quand je suis dans un train, quand je suis en voiture seul, plutôt que d'écouter la radio, des fois je me dis des poèmes dans ma tête. Et comment c'est beau, comment ça remplit, comment ça nous permet d'être. Donc j'ai commencé la sculpture à 14 ans, et à 14 ans je ne savais absolument rien faire, évidemment. Et un jour, je suis arrivé à faire un nez qui ressemble à un nez, donc youpi. Je suis arrivé à faire une oreille qui ressemble à une oreille, youpi. Je suis arrivé à faire une tête qui ressemble à une tête, youpi. Je suis arrivé à faire un corps qui ressemble à un corps, youpi. Donc, ça fait que jeune, on a plein de petites joies
qui viennent fréquemment, puisqu'on démarre à zéro et qu'un jour on sait faire un peu. C'est un peu comme si vous étiez jeune et que vous couriez le 100 mètres en 15 secondes. Un jour ou l'autre, vous allez assez facilement le courir en 14,9, après en 14,8, en 14,7. Donc vous allez battre vos records fréquemment. Et chaque fois que vous battez votre record, vous êtes super content, vous êtes heureux. Mais quand vous allez commencer à courir le 100 mètres à 11 secondes, il faudrait déjà être bon. Si vous arrivez à le courir en 11, pour le courir en 19, il va falloir beaucoup travailler. Et si vous êtes très très bon et que vous le couriez en 10, pour le courir à 9,99, vous voyez que là, on ne se bagarre plus que pour gagner un centième. Il n'est plus question de gagner un dixième d'un coup. Il va falloir faire la course parfaite et faire beaucoup d'efforts. Et bien en sculpture, c'est pareil. Au départ, quand on ne sait rien faire, on a des petites joies fréquentes. Et à mesure qu'on vieillit et qu'on acquiert du métier, on se retrouve à avoir des joies de plus en plus rares, sauf qu'elles sont de plus en plus grandes. C'est un problème de densité. Au départ, on a les petites joies du flirt, et après on va dire qu'on a la grande joie de l'amour. Et on est dans cet ordre-là. Si vous voulez, les choses deviennent de plus en plus rares. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je cours la sculpture en 11 secondes ou si je la cours en 19, mais on va dire que je la cours plus vite que je la courais quand j'étais gamin. Il s'avère que aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de gagner un petit peu. Et quand je gagne un petit peu, je pense que je suis malheureusement pratiquement des seuls à voir. Pourquoi? Je suis heureux. Je détruis à peu près une sculpture sur deux. Et je crois que les périodes de destruction nous apprennent une chose absolument indispensable, c'est que tant qu'on arrivera à détruire son œuvre, on a une chance d'arriver quelque part. Et ça paraît étonnant, mais pourtant c'est la réalité. J'ai passé une période, tout un hiver, pendant 3 mois, à détruire tout ce que je faisais. C'est-à-dire qu'au bout de ces 3 mois, vous m'auriez demandé de vous montrer qu'est-ce que tu as fait pendant ces 3 mois. Eh bien, j'avais rien, parce que je travaillais toute la journée, je détruisais le soir. Et là, ça a été une période très très difficile de ma vie professionnelle, parce que je me disais, bon, pour faire le malin dans les vernissages, là, t'es fort. Pour faire le beau, là, il n'y a pas de souci, là, pour aller boire un verre avec tout le monde, être jovial et sympa. Sauf que tu te dis sculpteur, mais un sculpteur qui n'est pas capable de faire une sculpture, c'est pas un sculpteur. Donc t'es rien. Donc maintenant, il va falloir que tu te mettes en tête de trouver un vrai métier, quoi. Un métier sérieux, quoi. Un métier que tu es capable de faire, puisque tu n'es pas sculpteur, tu n'es pas capable de produire une sculpture. Donc, ça allait très mal. Et ma femme rentrait tous les midis pour essayer de me redonner un peu le moral, et essayer un peu de, voilà, de me regonfler. Et un jour, par hasard, je ne modelais plus que des petites choses en cire comme ça que je jetais. Et par hasard, ma femme arrive à midi. J'avais une petite tête en cire dans la main et un petit bout de bois pourri. J'ai collé le petit bout de cire sur le petit bout de bois. J'ai regardé, j'ai dit merde, ça marche. Et il me tardait un seul truc, c'est que ma femme s'en aille pour que je vérifie bien. J'avais mis ça à plat pied d'un interdire, ça, on va régler ça tous les deux, entre le bout de bois et moi. On va régler ça tous les deux, mais je ne veux pas le faire devant ma femme parce qu'au cas où ce soit à nouveau une déception, je n'ai pas envie qu'elle vive ça devant. Mais voilà, il y a aussi une forme de pudeur. Donc je ne voulais pas que ma femme voie la réussite ou l'échec. Et donc ma femme me fait le plaisir de s'en aller. Et je regarde ce petit bout de truc, je le saute et j'ai fait une série de 57 toutes petites sculptures que j'ai appelées les dérisoires. Et ce qu'il y a eu de primordial, si vous voulez, et de très important, c'est que c'était la première fois de ma vie que j'utilisais du bois pour faire une sculpture. Et ça a nourri, c'était il y a une vingtaine d'années, ça a nourri les 20 ans qui ont suivi, que je viens de passer, les dernières 20 années. Donc si je n'avais pas accepté de détruire pendant ces 3 mois, jamais j'aurais travaillé le bois. C'est-à-dire que j'aurais jamais fait les sculptures que vous avez
pratiquement quasi toutes les sculptures que vous voyez là, sont issues de ce moment où j'ai collé ce bout de cire sur ce bout de bois. Si vous m'aviez demandé 30 secondes avant d'utiliser du bois, je vous aurais dit en aucun cas je travaillerai le bois, jamais. Puisque je considère que c'est un matériau qui est joli et qui est impropre à la sculpture. Ça, c'est ma façon de voir. Il y a des sculpteurs qui travaillent le bois et qui le travaillent très bien. Mais pour moi, c'est un matériau que je déteste parce qu'il est joli. Dès que je trouve qu'il y a quelque chose de joli dans ma sculpture, je m'acharne et je vous promets, je mets toute mon énergie à essayer de la lever. Puisque je considère qu'il y a une opposition entre joli et beau. Je considère que la beauté ne peut pas être accaparée ou enfin être enjolivée. Si j'étais une voiture ou si ma sculpture était une voiture, ce serait une voiture qui a vidé les enjoliveurs, qui vire les sièges en cuir. Je ne connais pas très bien les voitures, mais qui ne garde que l'essentiel, grosso modo, c'est-à-dire le moteur, la boîte à vitesse et les freins, et l'accélérateur. Pourquoi? Parce qu'il faut, dans nos travaux, qui sont la peinture, la sculpture, mais ça peut marcher pour le théâtre, le cinéma, il faut éliminer autant que possible l'anecdote pour être plus évidemment présent dans ce qu'on veut montrer, c'est-à-dire la beauté. Quand je vais parler dans les classes avec des gosses, j'essaie de leur dire ma notion du beau et du joli, qui est bizarre. Et pour les gamins, j'ai trouvé une formule qu'ils comprennent très bien. Donc si les gamins comprennent, je pense que vous pouvez comprendre aussi. Je leur dis, tu as une petite copine, elle est mignonnette, mais elle te tire les cheveux et elle te dénonce à la maîtresse. Est-ce qu'elle est belle? Et après, je leur dis, t'en as une autre, elle est un peu moins apprêtée, elle est machin. Par contre, elle te câline et elle partage son goûter. Est-ce qu'elle est belle? Eh bien, les gamins, ils savent répondre à ça. Eh bien, la sculpture essaye de vous dire, ne tire pas les cheveux à ta copine. La sculpture dit ça. La sculpture vous dit autre chose. La sculpture est là pour vous prévenir de choses plus graves. Puisque là je m'en réfère à Michel Serres, la statuaire a toujours été liée à la mort, historiquement, depuis la nuit des temps. Alors je ne dis pas la sculpture, je dis la statuaire, il y a quand même une différence. Mais la statuaire a toujours été liée à la mort, donc c'est une affaire sérieuse, si vous voulez. Et c'est une affaire sérieuse, d'autant que pour moi, si vous voulez, elle est confrontée à quelque chose qui est ma nature, mon tempérament, qui est que je suis nostalgique. Et c'est pas triste d'être nostalgique, c'est-à-dire se nourrir du passé, avoir besoin des traces du passé. Moi, j'ai vu mourir ma mère, j'ai vu mourir ma grand-mère, si vous voulez, et je ne suis pas en train de vous raconter que je suis triste, ça regarde personne. C'est une expérience absolument incroyable. C'est une expérience que j'ai envie de vous dire, essayez de la vivre. Assistez à la mort de quelqu'un que vous aimez, si vous voulez. N'ayez pas peur, parce que c'est une leçon de vie énorme. La première que j'ai vue mourir, c'est ma grand-mère. Et ma grand-mère, ce jour-là, m'a donné la plus belle leçon de vie qu'on puisse me donner. Avant qu'elle décède, j'étais un jeune homme de 28 ou 29 ans, je ne sais plus quel âge j'avais, quelque chose comme ça. Dans les quelques minutes que ça dure, si vous voulez, je suis devenu un autre homme. À partir de là, j'ai dit, putain, ma femme, je vais l'aimer, quoi. Mes gosses, je vais les aimer. Et mes enfants, je vais les aimer. Et vous, je vais vous aimer. Et par contre, si vous me faites chier, je vais vous dire, vous me faites chier. Voilà, je vis au présent et avec ce sillon et cette nostalgie. Sillon, le titre de l'expo que vous avez là, et qui est... J'ai écrit, jeune, j'ai écrit, mon tempérament nostalgique a sans doute besoin de sillon, c'est-à-dire d'une trace. Et cette trace, je crois qu'elle peut nous nourrir, elle peut être là véritablement pour nous apporter tout ce que nous sommes et nous guider. Parce que à la fois, je suis en train de vous dire que pour moi, il n'y a pas de demain n'existe pas, mais à la fois, j'ai plein de projets. Je vous promets, j'aime la vie au point que je voudrais vivre 150 ans. Et je pense que je vais y arriver en plus. J'ai fait une série de sculptures que j'ai appelées le Testament. C'est 12 sculptures
12 tonneaux, c'est des sculptures rondes. Et vous me redirez, si j'oublie de vous en parler, de la forme du tonneau. Pourquoi le tonneau? J'ai fait donc ces 12 sculptures rondes. J'ai pris 12 anecdotes de ma vie, janvier, février, mars. Qu'est-ce que c'est qui m'est arrivé de plus important en janvier? Donc j'avais, février j'avais, mars j'avais, et je suis arrivé en novembre. En novembre, j'avais rien. En novembre, il ne m'est jamais rien arrivé. Et là, vu que j'étais quand même très fatigué, c'est des sculptures qui m'ont épuisé moralement, physiquement, enfin à tout niveau. J'étais laminé et j'ai gardé le mois de novembre pour la fin en espérant qu'il me revienne quelque chose. Et il ne m'est rien revenu. Et là, j'étais très fatigué, j'ai dit putain, je vais mourir en novembre. Alors là, je ne vous dis pas la gueule que vous faites le 30 octobre. Quand vous allez attaquer le 30 octobre, vous voyez la nuit, elle va vous paraître vraiment compliquée. Donc j'ai dit, c'est pas possible, je ne fais pas ma mort en novembre. Et je me suis rappelé que je dis toujours, parce que je pense que je vais y arriver, que je voudrais vivre 150 ans. Et celui-là, j'ai dit, ok, je vais faire ma mort, mais par contre, je vais dater la sculpture. Et je l'ai daté novembre 2112. Ça me fait mourir à 151 ans. Je me suis mis un an de rab. J'ai dit au cas où, quand même, ce qui est pris est pris. Voilà. Vous voyez que c'est une chose grave dont on peut rire aussi. La sculpture est quelque chose, pour moi, de très sérieux, mais à la fois, il faut qu'on en rie parce qu'il y a des choses tellement plus graves. Une œuvre d'art, c'est pas... quand on me dit oh, votre œuvre me touche, tout ça, ça me fait très plaisir. Mais j'ai envie de vous dire, purée, regardez le soleil, regardez les fleurs, regardez les arbres, comment c'est beau, quoi. Et regardez votre voisine, regardez votre époux, votre épouse, vous regardez. Nous sommes beaux. Il y a un petit gamin hier qui me demandait, mais comment j'invente les formes? Et bien je lui ai dit la vérité, je lui ai dit, je me nourris de vous. Je vous regarde. Et on est tous faits à peu près pareil, c'est-à-dire qu'on a tous deux jambes, un torse, une tête et deux bras, sauf qu'on est quand même tous différents. Moi, je ne ressemble pas à Laura, qui ne ressemble pas à ma femme, qui ne ressemble pas à Jacques, et à Pierre et à Paul. On est tous différents, on est tous uniques. Et l'unicité, c'est ça qu'il faut apprendre à déceler chez l'autre, quand on est peintre, sculpteur, ou musicien même, si vous voulez, à déceler chez l'autre. Qu'est-ce que c'est qu'il a de vraiment unique? Son unicité. Et dans ces cas-là, en tant qu'artiste, on est là, on prend des notes dans nos têtes pour noter cette unicité de chacun. Et de temps en temps, dans nos travaux, ça ressort. Vous avez une épaule qui est comme ça, et on se dit, ah mais merde, pourquoi il a fait une épaule comme ça? Mais il a fait une épaule comme ça parce qu'il l'a vu. Un jour, il l'a vu un jour, c'était comme ça. Et pourquoi il a toujours tendance à foutre la tête comme ça? Mais parce qu'il l'a vu aussi. Une œuvre d'art est là aussi pour nous modifier. Je crois que ça ne sert à rien d'autre aussi qu'à nous faire avancer dans le temps, à nous faire grandir, à nous faire évoluer. Si vous allez voir une pièce de théâtre et que vous ressortiez comme quand vous y êtes entré, vous avez perdu 1 heure et demie. Il faut qu'une œuvre nous modifie. Et c'est sa vocation première. Quand vous regardez une sculpture, eh bien, il faut qu'à la fin d'avoir vu cette sculpture, il faut que vous soyez plus heureux, plus triste, plus intelligent, plus con, pourquoi pas, mais il faut que vous soyez changé. Autrement, ça ne sert à rien. Et avant tout, l'artiste travaille pour se changer lui. Et il espère, en travaillant pour se changer lui, peut-être vous apporter quelque chose. Et vous apporter ce que je vous disais tout à l'heure, d'aimer davantage vos enfants, d'embrasser mieux votre épouse, et tout ça, tout ce qu'il fait. Une œuvre d'art, c'est le contraire d'un roman de gare. Un roman de gare, on le dit, on appelle ça, on va acheter un roman de gare pour tuer le temps. On a 2 heures à s'emmerder dans un train, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas... On sait, il ne faut pas lire un Nietzsche ou lire un truc trop compliqué. Donc on lit, on prend une revue ou un roman de gare qui ne vous laissera aucun souvenir, qui n'est là que pour tuer le temps. Une œuvre d'art est là pour le contraire, pour amplifier le temps, pour faire agrandir le temps. On dit que le silence après la musique, c'est encore de la musique. Vous voyez bien que la musique continue malgré le fait qu'elle soit finie. Quand vous avez vu un très beau film au cinéma,
eh bien, il dure 1h30. Mais il vous apporte, le soir quand vous vous couchez, vous y repensez. Il vous donne plus d'énergie, plus de force. Il vous permet justement ce temps plus large, ce temps plus grand. Donc une œuvre d'art est là aussi pour agrandir le temps et non pas le tuer. Une œuvre d'art nous dit à peu près tout ce qu'on veut. Et je suis un amoureux fou de la peinture, et je suis un amoureux fou par exemple de Vermeer. Quand je vais voir les femmes à l'épinette qui sont au musée à la National Gallery à Londres, la dernière fois que j'y suis allé, c'est des tableaux qui sont tellement grands, tellement immenses, alors qu'ils font 50 sur 50, ils peignaient petit Vermeer. Mais c'est tellement grand, tellement immense. La dernière fois que je suis allé les voir, j'ai dit, écoute Marc, sois pas idiot, ne regarde pas le tableau entier, c'est tellement grand, le paysage est tellement immense, essaye de ne regarder que le rideau et de comprendre le rideau. Et au bout d'un moment, vous regardez ce rideau et presque vous avez envie de chialer tellement c'est beau, et vous avez tellement envie de vous dire, mais jamais je peindrai comme ça. Et ce rideau devient carrément de l'océan. C'est une mer immense dans laquelle on se jette, si vous voulez. On est dans la grandeur. Une œuvre d'art a vocation à nous rendre plus grands, à nous montrer la grandeur de ce que nous sommes, la grandeur de l'être humain. Zoran Music, quand il rentre des camps de la mort et qu'il ne pèse que 32 kg alors qu'il mesure 1,92 m, quand il rentre de Dachau, je crois que c'était Dachau ou Buchenwald, je ne sais plus, quand il rentre en tout cas de ce camp de la mort et qu'il ramène les croquis qu'il a fait et qu'il ose les reprendre une dizaine d'années après, les rouvrir ou faire cette fabuleuse série de dessins et de gravures et de peintures qu'il a appelée « Nous ne sommes pas les derniers », quand Zoran Music arrive à créer de la beauté avec l'horreur qu'il a vécue, là je trouve que ça rehausse l'être humain. Et une œuvre d'art est là pour rehausser l'humanité. Si elle ne sert pas à ça, elle ne sert à rien. Et ce jour-là, Music, véritablement, est devenu un grand monsieur, parce que la première fois que j'ai vu la série des gravures, je me suis retrouvé au salon Saga en 92, j'avais 31 ans. Je regarde ça et je dis, putain que c'est beau. Et c'est que après que je me dis, attends, t'as vu de quoi il te parle? T'as vu ce qu'il est en train de te raconter? Et à la fois, la première réaction du gamin que j'étais, c'était de dire putain que c'est beau. Et c'est de la beauté pure. Et justement, il arrive à rehausser l'humanité avec l'horreur qu'il a vécue dans sa chair, à faire de la beauté avec ça. On me dit souvent que j'ai des références avec les camps de la mort. Sûrement pas. Jamais. Et je ne me permettrai jamais de traiter un sujet comme ça, parce que pour moi, c'est un sujet interdit. C'est un sujet interdit. Comme je viens de vous dire, Zoran Music, lui, il a le droit. Pour lui, c'est pas interdit parce que lui, il a vécu. C'est sa vie. Par contre, moi, qui n'ai pas été touché par cette horreur, par ce désastre, je considère que c'est un sujet qu'on n'a pas le droit de traiter. On ne fait pas de la beauté avec l'horreur. On ne cherche pas à brusquer les gens. Je ne vais pas à l'atelier en disant « qu'est-ce que je peux faire pour faire chier le monde ?» C'est pas du tout ça. Je ne vais pas à l'atelier en disant je vais emmerder le monde, tu vas voir, je vais leur en foutre plein la vue. Tu vas voir, ils vont rentrer chez eux, ils vont avoir les boules. Donc, j'espère que quand vous aurez vu mes sculptures, vous embrasserez mieux vos enfants et vos femmes. Donc, il y a des sujets qui sont interdits. Et je considère que la Shoah est un tel crime, une telle horreur, que c'est un sujet interdit pour ceux qui ne l'ont pas vécu. On ne fait pas de beauté avec l'horreur. On ne choisit pas un sujet comme ça parce que ça devient pratiquement du mépris pour ceux qui l'ont vécu malheureusement. C'est s'accaparer leur histoire qui n'est pas la vôtre. Et on n'a pas le droit de jouer avec ça. Donc souvent les gens trouvent que mon travail est un peu mortifère, un peu sombre, un peu noir, ce qui est vrai. Mais je crois qu'avant tout, s'il a une qualité, c'est qu'il masque quelque chose d'autre de plus important, et qui est, ce que je dis toujours et que je crois, c'est qu'il masque une tendresse inouïe. Mon travail est tendre, et ça je vous le garantis, je vous le certifie, mon travail est tendre, malgré son image sombre et noire, et pour certains un peu brutale. Mais ça revient à ces histoires d'enjoliveurs.
C'est-à-dire que ma sculpture a viré les enjoliveurs. Et ma sculpture n'oublie pas qu'elle est une sculpture. Donc elle vous dit qu'en définitive, ce que vous voyez de moi là, ça là, tout ça n'existe pas. Ça n'existe que parce que c'est la conséquence de ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'il y a de l'os, du muscle, du sang, de la chair, et de l'énergie, et de l'envie, et de la vie. Et c'est cette vie qui pousse du dedans vers le dehors que j'essaie de montrer dans ma sculpture. Et comme je dis, j'essaye même d'enlever un peu de peau pour voir ce qu'il y a dedans. Ça rejoint ce que disait Michel-Ange de la sculpture, quand il disait qu'en définitive, il faudrait prendre une sculpture entière, la jeter d'en haut d'une colline, ne garder que le plus gros morceau, que ça suffit, que tout le reste était inutile. Les enjoliveurs. Tout le reste, vous voyez, même Michel-Ange va plus loin que moi, en disant que toutes les parties qui se cassent sont des enjoliveurs. Rodin disait, tous les points d'une sculpture doivent être le sommet d'un volume. Giacometti disait, il n'aimait pas la sculpture abstraite, il disait la différence entre un objet et une sculpture, c'est que si vous prenez un objet, que vous le cassez en deux, vous n'avez plus d'objet, vous le mettez à la poubelle. Par contre, une sculpture chaldéenne, vous la cassez en quatre, vous avez 4 sculptures chaldéennes. Ça vous dit et ça vous apprend une chose. Et ça me remémore la plus grosse engueulade que j'ai prise de ma vie, non pas par mes parents, mais par Lorquin, qui était un des 2 sculpteurs qui m'a corrigé pendant très longtemps, jusqu'à sa mort, j'avais 38 ans. Lorquin, un jour, je lui porte une sculpture et il regarde ça et il me dit « j'adore ça ». Alors quand ça a commencé par « j'adore ça », allait mal finir d'habitude. Il commençait « j'adore ça » jusque là. Et il me montre les genoux. Et là, il me dit « tu portes Phidias, tu portes Michel-Ange, tu portes Rodin. Et toi, petit merdeux de 32 ans, tu te permets de ne pas traiter les genoux. Mais qui tu es? Pour qui tu te prends? De quel droit ?» Alors, il me met un gros viron, il m'engueule, littéralement. Et après, il m'explique. Il me dit « ah, tu veux faire le malin, tu veux durer dans le temps, tu espères, tu fais du bronze. Mais dans 10 000 ans, dans 20 000 ans, dans 30 000 ans, peut-être que c'est un archéologue qui trouvera ça. Et si un archéologue trouve ça, pourquoi on va passer? Sous-entendu, nous les sculpteurs du XXe. C'est une très grande leçon. Il m'a appris ce jour-là que toutes les parties de la sculpture doivent contenir la sculpture en entier. Ça rejoint ce que disait Michel-Ange, ça rejoint Rodin, ça rejoint Giacometti, et ça rejoint l'histoire de la sculpture. Une sculpture doit vous dire, avec le pied, ce qu'elle vous dit avec les yeux, ce qu'elle vous dit avec les oreilles, ce qu'elle vous dit avec le nez. Il n'y a pas que la bouche qui parle, l'épaule parle. Si je vous dis, tu vois, vous voyez, ça peut parler une épaule. Si je vous fais ça, c'est pas ça, c'est autre chose. La main parle. Si vous trouvez une main comme ça, vous direz, putain, il devait être crispé le type un peu quand même. Si je vous fais ça, mais non, il devait être tendre. Vous voyez, on dit des choses. Et ma sculpture essaye d'équilibrer le fond et la forme. Essaye de vous équilibrer, comme par exemple un poème que j'aime, mais particulièrement, qui est La Charogne de Baudelaire, essaye de vous équilibrer les mots, et il y a dedans 2 vers que j'aime, mais particulièrement, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, le fâché avec l'accent circonflexe qui dure, nous regardait d'un œil fâché, et puis il y a le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Le lâcher, il est rapide, on voit que ça lâche, le morceau qu'elle avait lâché. Et par contre, au départ, c'est le morceau qu'elle avait nous regardé d'un œil fâché. Fâché. Ça prend du temps. Et l'autre, elle s'inquiète, la chienne inquiète. La chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché. Et bien, ma sculpture essaye d'équilibrer aussi bien mes volumes que Baudelaire. Alors là, j'arrive pas à son niveau. C'est le dieu de la poésie pour moi. Voilà. Et on me dit aussi que souvent mes sujets sont tristes, que mon œuvre est un peu dure. Je vous dis, mais je m'en moque complètement. Il n'y a pas de sujet dans ma sculpture. Mon sujet, c'est la tendresse. Mais si vous y voyez de la douleur, c'est qu'il y a aussi de la douleur. Si vous trouvez que cette sculpture-là, elle est rigolote, c'est qu'elle est rigolote.
Par contre, votre voisin ou voisine, il peut la trouver triste, donc elle est aussi triste. Donc quelque part, pour l'auteur, c'est vachement bien parce que ça nous approche d'une forme d'universalité qui est le rêve de chacun, qui est la prétention absolue. Mais pour en revenir donc à la poésie et au côté sombre, est-ce que la Charogne de Baudelaire est un beau poème? Évidemment que la Charogne de Baudelaire est un beau poème, évidemment que c'est magnifique. Alors que vous le relirez et vous voyez ce qu'il vous décrit. D'autant qu'il vous prend à partie. C'est sa fiancée, il s'adresse à sa fiancée. Et il lui dit, oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements, alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Vous avez vu de quoi il vous parle? La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. Vous avez tout ça. Il vous décrit quelque chose, une charogne. Et il vous dit, tu seras une charogne. Toi, mon amour, tu seras aussi une charogne. Et ça ne m'empêche pas de t'aimer. Il vous prévient. Une œuvre d'art est là aussi pour nous prévenir que les choses ne durent pas et que nous ne sommes pas immuables. Une œuvre d'art nous dit ça. Et elle nous fait prendre conscience de la valeur du temps et de la valeur de la vie. Et c'est ça aussi qui est bouleversant. Si demain on vous offre l'immortalité, si demain on vous dit dans 3000 ans tu seras là, dans 5000 ans tu seras là, mais qu'est-ce qu'on va se faire chier? Mais qu'est-ce qu'on va s'emmerder? Si on vous dit dans 3000 ans déjà, vous n'allez pas venir m'écouter aujourd'hui, vous viendrez m'écouter dans 5000 ans, ou dans 10 000 ans. Et à la fois, moi ça ne me convient pas de savoir que je vais mourir, ça m'emmerde. Donc on est un peu pris au piège, on est un peu dans cette situation que je trouve absurde. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Ionesco, que j'aime l'absurde. Ceux qui arrivent à sourire avec ça, ceux qui arrivent à s'en amuser, ceux qui arrivent à... La leçon de Ionesco me fait mourir de rire, alors que pour lui c'était tragique, soi-disant, mais moi je pleure de rire. Voilà à peu près ce que je peux essayer de vous dire de mon métier, de mon travail. Alors, Cathy, tu peux aller me chercher un truc à boire, s'il te plaît? Je crois qu'il y a une bouteille là-bas. Excusez-moi, mais si vous voulez ce qu'on va faire, je vous ai parlé, alors souvent il y a des liens qui reviennent dans mon travail, les gens pensent que je suis brutal, que j'attache les gens, c'est pas du tout mon fantasme. Ce qu'il y a, c'est toujours aussi la forme qui guide. Parce que si on simplifie la sculpture à son maximum, on arrive... Excusez-moi. Si on simplifie donc la sculpture à son maximum, on arrive à une opposition entre une verticale et une horizontale. C'est-à-dire à ça. Et c'est-à-dire dans notre culture chrétienne, évidemment que ça représente le signe de la croix, donc ça fait appel à notre culture religieuse, même si on n'est pas croyant, ce qui est mon cas, et je ne suis pas idiot. Mais bon, la sculpture, si on la simplifie au maximum, c'est une horizontale qui s'oppose à une verticale. Et quand j'attache, par exemple, des personnages, quand je leur mets des liens, c'est parce que, comme verticale, je peux avoir les bras, je peux mettre une jambe comme ça, mais c'est tout. J'en ai pas 50 de verticale. Après, je peux faire une verticale avec ma chemise. Là vous avez une verticale. Mais après, j'en ai pas d'autres. Et alors, j'ai trouvé un système, c'est-à-dire d'attacher, de mettre des ceintures, si vous voulez, ou des liens. Et les gens me disent, oh, t'es presque sadomasochiste. Mais non, je ne suis pas sadomasochiste. Je fais des horizontales, j'ai besoin d'horizontales. Mais vous voyez comment ça peut être mal traduit, une œuvre. Parce qu'il faut remettre les choses à sa place. Et j'en finirai là. J'ai entendu, là, l'autre jour, quelque chose qui m'horripile, mais alors un point que ce n'est pas permis. J'ai entendu que les artistes, on serait les derniers philosophes de la Terre. Alors ça, c'est la meilleure. Je ne savais pas que Nietzsche était le plus grand électricien qu'il y ait. Ça, c'est énorme. Les sculpteurs, on est philosophes. Non, les sculpteurs, on est sculpteurs. C'est déjà complètement chiant d'essayer de s'exprimer avec du volume. C'est déjà suffisamment compliqué. En plus, on ne va pas me dire que je suis
philosophe, il écrit un traité de philosophie et les philosophes vont juger si c'est nouveau, si ça a un intérêt ou pas. C'est pas Marc Petit qui fait de la philosophie, non. Marc Petit, il essaye de comprendre ce qu'est une sculpture. C'est déjà compliqué. D'autant que j'en arrive au bout de 48 ans à ne toujours pas savoir ce qu'est une sculpture. Voilà, écoutez, je vous remercie. Si vous voulez maintenant, vous me posez des questions? Ah oui, les tondeaux. Alors, les tondeaux. J'ai choisi une forme ronde parce que justement, une forme, si elle avait été carrée, elle aurait été trop triste. Parce qu'on serait allé se cogner dans les angles. Je voulais qu'il y ait une forme qui continue en permanence, qu'il y ait une forme de mouvement. Et le mouvement, ce qui le rend le plus facilement, c'est le rond. Voilà. Et ça, si j'avais fait, j'aurais pas pu faire ces sculptures si j'avais choisi un format carré. C'était impossible. Ça m'aurait fait trop mal. Écoutez, vous avez bien des questions après ça quand même. Non, mais si vous n'en avez pas, écoutez, moi, je vais vous libérer. Si vous en avez, je vous réponds avec plaisir et puis ça m'aide. C'est difficile pour moi de parler comme ça, J'aimerais que tu nous parles du rapport entre le plein et le vide. Alors, le plein et le vide, c'est deux questions, deux visions de la sculpture qui se rapprochent. Si on prend par exemple le cercle bleu, si on prend les hirondelles, si on prend tout ça, c'est-à-dire grosso modo, c'est des bras qui sont comme ça, si vous voulez. Là, on est dans la difficulté de faire en sorte que ça, ce ne soit pas vide. C'est remplir le vide, l'occuper, occuper de la place. Une sculpture est là pour agrandir le temps, agrandir l'espace et occuper. Et il faut que tout soit occupé. Donc la difficulté avec, par exemple, les hirondelles ou le cercle bleu, c'est d'arriver à ce que le vide ne soit pas vide, alors qu'il n'y a rien. C'est remplir le vide. C'est-à-dire que la main, elle doit aller dire des choses autour. Comme quand la musique s'arrête et que le silence, c'est encore de la musique. Pour ça, il y a un petit dessin, c'est Femme au chapeau orange d'Egon Schiele, qui justement répond parfaitement à ta question et à ton interrogation. Vous avez Schiele, qui meurt en 1918, je crois, de la grippe espagnole, enfin, au début du XXe. Et c'est une femme avec un chapeau orange, la tête et le chapeau orange sont dans l'angle gauche du dessin, et juste, il dessine le bras avec un seul trait. Et il vous explique, à l'époque, c'était pas comme moi, juste avec un bras de chemise, elles avaient des froufrous, elles avaient plusieurs épaisseurs. Et là, il vous explique comment la dame est habillée, avec un seul trait. Et puis on sait que le côté droit est vide, et le côté gauche est plein, pourtant il n'y a qu'un trait. Et c'est extraordinaire, mais c'est la magie de la sculpture. Et après, pour occuper l'espace, il y a des choses relativement simples, comme dans l'étoffe, où là, on ferme l'espace et on bâtit un mur, comme si on bâtissait un mur pour que votre œil s'arrête là. Voilà, c'est deux visions et c'est deux pôles de la sculpture que j'utilise régulièrement et que j'aime jongler avec pour ne pas m'ennuyer, pour poser de nouvelles questions. Mais je ne sais pas si j'ai bien répondu. Je voulais que je vous dise 2-3 mots sur le dessin. Bah oui. Non, mais j'en sais rien, vous ne me posez pas de questions. Il n'y a que moi qui travaille ici, c'est pas possible. Le dessin. Alors, tout le monde me demande si je dessine mes sculptures avant de les faire. Non, je ne les dessine pas. Je dessine beaucoup. Mais mon dessin nourrit la sculpture qui nourrit mon dessin. C'est-à-dire, c'est deux parallèles. Deux parallèles qui se suivent. Seulement, le dessin et la sculpture sont deux courses différemment. J'ai fait de l'athlétisme, peut-être que ça se sent quand j'étais gamin. C'est deux courses très différentes. On va dire que la sculpture, c'est un marathon. Vous partez pour une course longue, où, en définitive, vous ne travaillez que très peu. Quand je fais de la sculpture, je passe plus de temps à regarder ce que je suis en train de faire qu'à le faire. Où je passe plus de temps même à le détruire, à casser ce que je viens de faire pour avancer. Alors que le dessin, c'est un sprint. Même si vous dessinez 10 heures, 12 heures, 15 heures sur le même dessin, si vous passez 15 heures sur le même dessin, c'est 15 heures à courir le plus vite possible. Il faut sprinter.
La difficulté avec le dessin, en tout cas pour moi, et je parle toujours que pour moi, je ne parle pas pour les autres, la difficulté avec le dessin pour moi, c'est que vous avez votre plus beau dessin. Voilà, c'est votre chef-d'œuvre. Jamais vous avez produit un dessin aussi beau. Vous avez votre dessin qui est là. Vous faites un trait de trop et ce jour-là, le dessin est foutu. On recommence. Ça m'est arrivé, par exemple, je vais vous expliquer, vous raconter une anecdote. Quand je dessine, j'estompe, comme ça. Je vais chercher. Et à la fin, j'ai plus de peau dans les doigts, je saigne de partout, donc je mets des pansements. J'ai des pansements partout dans les doigts, et à la fin, j'estompe avec ce que je peux. Et un jour, j'ai estompé avec ça, et au bout d'un moment, j'ai plus eu de peau là non plus, et je me suis mis à saigner. Donc j'ai mis un pansement en vitesse, sauf que j'ai pas fait attention. J'étais en train de dessiner un dessin, et il fallait que la lumière rentre vraiment, et que le dessin soit blanc. Que tout ce côté du dessin soit vraiment blanc, immaculé, et que il y ait vraiment ça, il fallait le garder. Et en dessinant, j'ai pas fait attention, il y a une goutte de sang qui est tombée sur le dessin, mais là on prend le dessin, on le déchire, on le met à la poubelle. Ce qui n'arrive jamais avec la sculpture. Quand on a, comme moi, 48 ans de métier, au bout de 48 ans, sauf drame, c'est-à-dire la sculpture tombe et elle s'explose, ce qui n'arrive pas en règle générale, mais on ne sait jamais, ça peut arriver peut-être. Hormis le fait que la sculpture peut tomber et exploser, aujourd'hui, quand j'ai commencé une sculpture, si ça marche bien, je la finis. Alors que le dessin, tant qu'il n'est pas encadré, qu'il n'est pas terminé, qu'il n'est pas protégé, tout peut lui arriver encore et tout peut être remis en cause. Mais cette chose qui arrive, inattendue, la goutte de sang, ça ne peut pas amener vers d'autres choses. Si, bien sûr. Si, bien sûr. Mais on part sur un autre dessin, si vous voulez. Si, vous avez raison, bien sûr. Il faut se servir du hasard. Et ça m'arrive aussi. Mais là, il y a des moments de désespoir quand même. Là, vous avez des boules que... Voilà, c'est un dessin que vous aimez bien, quoi. Et vous êtes content d'avoir fait ça. Et pouf, ça refond en cause tout. Et il m'arrive de travailler 18 heures sur un dessin. Et ce qui est drôle, quand je rentre dans ces périodes de dessin, il y a quelque chose qui devient presque une obsession, qui devient complètement dingue. J'ai perdu, par exemple, en 14 jours, je suis capable de perdre 7 kilos. J'en ai pas beaucoup, moi, des kilos, quand j'en perds 7, c'est embêtant, quoi. Parce que c'est une obsession. J'étais en train de dessiner une série de poupons, bon, peu importe, sur des chaises. Donc je mets un poupon sur une chaise, il a la tête comme ça, la lumière qui vient comme ça. Mais en le faisant, on se dit, mais attends. Il faut que je tourne la tête de l'autre côté et que je l'éclaire par en bas, je vous dis n'importe quoi. Mais là, c'est pas demain que j'ai envie de faire ce dessin, c'est maintenant. Donc vous travaillez, quand je dessine, je travaille jusqu'à l'épuisement, jusqu'au moment où je tombe. Je remonte de l'atelier de dessin, je titube comme si j'avais bu 50 litres de vin, je suis ivre, si vous voulez, ivre de fatigue. Et à la fois, c'est quelque chose qui est extraordinaire, c'est des moments jubilatoires. Mais ma femme m'a engueulé une fois quand j'ai attaqué une série de dessins, parce qu'elle m'a dit, je t'avertis Marc, tu t'arrêtes un jour par semaine. J'ai pas envie que tu laisses ta vie, tu t'arrêtes un jour par semaine. Et je vous promets, j'avais choisi donc le dimanche parce que j'ai 2 enfants que j'aime et pour être avec eux. Donc je m'arrêtais le samedi soir à minuit ou 2 h du matin, j'allais prendre ma douche, et le dimanche, les bras croisés à attendre lundi. Et le lundi matin, je vous promets, les plus mauvais dessins de la série, c'est ceux que j'ai attaqués le lundi matin. Et je disais, mais que t'es con, pourquoi tu t'es arrêté? Mais que t'es con, pourquoi tu t'es arrêté? Voilà, écoutez, je vous libère ou non, je vous réponds, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, avec votre expérience, votre production, vous jetez encore des sculptures? Oui, je jette à peu près une sculpture sur 2. Oui. Et j'espère que ça va durer. Parce que tant que je jetterai, j'aurai une chance, et ça je le crois vraiment au premier degré, tant que je jetterai, je crois que j'aurai une chance d'arriver. Qu'est-ce qui provoque cette pulsion de détruire? Qu'est-ce qui provoque de face à l'œuvre? Ah, mais parce que vous n'êtes pas content de ce que vous faites, si vous voulez. Aujourd'hui,
je peux me tromper sur, vous me montrez un tableau qui est un chef-d'œuvre, peut-être que je ne verrai pas que c'est un chef-d'œuvre. Par contre, si je produis une merde, je vous promets, je sais. Vous ne me ferez pas croire que c'est un chef-d'œuvre. Voilà, j'ai la connaissance en tout cas de savoir ce que je produis. Et puis, j'ai la chance de faire un métier qui m'offre toute la liberté. Il faudrait que je sois complètement idiot pour, si j'étais Picasso, à 93 ans, être encore en train de se taper de la période bleue. Voilà. On a la chance de pouvoir avancer. Un maçon, bon, mais malheureusement, un maçon, il bâtit des murs. Et donc, un jour, il bâtit un mur haut, un jour, il bâtit un mur bas, mais grosso modo, il fait à peu près toujours le même métier, le même travail. S'il crépit, il fait des crépis. Moi, j'ai la chance d'avoir l'aventure devant moi, en permanence. Le monde s'ouvre. La sculpture, vous vous rendez compte là, comment c'est grand, comment c'est immense le paysage qu'est la sculpture. La sculpture abstraite, conceptuelle, figurative, la sculpture chinoise, la sculpture khmer, la sculpture inca, la sculpture aztèque, la sculpture romane, la sculpture gothique, la sculpture du XXe. Là-dedans, on a une mer. Il suffit d'aller chercher le poisson qu'on veut. Mais si on en a marre de manger ce poisson, eh bien on en prend un autre. On prend une autre route, on bifurque. La sculpture, c'est large. L'art, c'est large. Et vu que c'est large, ça nous élargit, j'espère.